Voci di cittadella e Tetrad, musique traditionnelle du monde en Valle d'Aoste. Ciao a tutti, un saluto agli amici di Voci di Cittadella, qui per seguire Tetrad, musique traditionnelle du monde en Valle d'Aoste. Questa terza puntata prende il testimone della seconda, che è stata incentrata sulla figura di Chiara Cesano dei Lutapage dei Gran Baldab e di Sandro Joyeux e la sua Africa. Oggi andremo a conoscere la ghironda, è uno strumento a corda che viene sfregata attraverso una ruota collegata a una manovella. Molti di voi sapranno di chi sto parlando, Grégory Jolivet da Châteauroux-nel-Berry, che racconterà della Machine e della mitica formazione dei Blues a Bella. E poi andremo a sentire ancora Valeria Quarta, questa ragazza di Torino che interpreta il canto del Sud Italia grazie alla partecipazione del gruppo Le Tre Sorelle, e poi ci racconterà di un nuovo esperimento, si chiama Folk Atomic. Allora siamo pronti per cominciare, buona visione! Merci de répondre à l'appel de Voci di Cittadella pour raconter à tous ceux qui écoutent de ton activité, de la vie à la roue, parce que c'est quand même l'instrument que tu pratiques couramment, même si tu aimes aussi toucher à d'autres genres de cordes qui ne sont pas forcément frottées par une roue. On va parler évidemment de ces deux groupes que Tetrad connaît très bien, mais nous allons aussi un peu faire le tour de tout ce qui est ton activité, parce que tu portes sur tes épaules un solo qui s'appelait dans le temps le projet Alto Solo. Il y a un nouveau disque, un nouveau répertoire qui porte l'étiquette de Osmose que tu vas nous raconter plus tard, et la collaboration évidemment avec ces grands musiciens, François Robin à la veuse, Julien Padovani, joueur de clavier, d'accordéon. On va partir peut-être du premier groupe historiquement qui a vu le jour par rapport à tout cela, c'est La Machine, certainement. Oui, il y a en 2000 à peu près, on a commencé à travailler en Bretagne avec un percussionniste, avec Marc Rioux, et puis un guitariste, Arnaud Royer. Et du coup on faisait une esthétique Bretagne Centre-France au niveau du son. Et puis après en 2003 on a rencontré Jean-Laurent Fizac, et du coup on a plus été vers quelque chose de plus bourdonnant, plus d'apporter quelque chose, on a toujours fait le choix d'avoir bien les cornemuses au niveau des mélodies pour avoir quelque chose une esthétique Centre-France très sonore en fait. Et puis on a cherché à travailler surtout au niveau des rythmes qui pouvaient fonctionner vraiment avec la musique qu'on jouait. Donc cubain, musique réunionnaise, afro, tout ce qui est groove en fait, chercher l'esprit du groove. Et puis travailler aussi sur quelques chansons, parce que c'est vrai que c'est aussi une musique, Touraine et Barbilla et dans le meuble, on a près de 300 chansons je crois, et on est peu à chanter ces chansons-là, donc c'est bien aussi de se servir de ce bouquin aussi pour aller chercher des chansons. Donc il y a 4 albums avec La Machine, et on est en train d'en préparer un 5e, voilà. Donc tu réponds immédiatement à la question comment est-ce que les musiciens de La Machine et puis Grégory Jolivet traversent la période du Covid, et ça fait plaisir de savoir que vous n'êtes absolument pas
assis sur les lauriers, mais plutôt actif pour proposer à votre public, dès que cela sera possible, un nouvel album et un concert conséquent. C'est ça. Pour l'instant, il y a on avait commencé avec deux petites résidences avant le confinement. Une résidence où on a testé du son, on a amplifié. D'ailleurs, le dernier morceau, on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec le soutien du GBB. On a fait une vidéo confinée où du coup tu peux entendre une partie du son un peu de la machine. On a travaillé sur quelque chose d'un peu plus au niveau du son. On a rajouté ampli via les cornemuses pour avoir un grain un peu différent. Il suffisait juste de ça. Moi, je trouvais que avec Julien, on s'est dit voilà, on a beaucoup travaillé sur le côté acoustique et on s'est dit tiens, si on pouvait rajouter un grain, si on avait besoin des fois d'avoir des fois on fait des dubs dans la danse où on arrête la mélodie et on est un peu en improvisation. Alors c'est plutôt des sons. Et du coup, on a travaillé ça pendant 4-5 jours et du coup, on va travailler sur une formule un peu amplifiée. Et donc du coup, on va travailler un concert et un nouveau bal. Voilà. Alors maintenant, je pense que c'est de grande urgence de passer à l'écoute de ce que tu viens de nous raconter, parce que ceux qui ne connaissent pas ta musique et ton univers doivent absolument rentrer dans cette optique de rencontre de style et de sonorité qui font un peu le charme de votre propos. Donc on va tout de suite passer un morceau, si tu veux nous annoncer de qu'est-ce qu'il s'agit, et on recommence à parler avec toi direct. Ok, alors du coup la première suite de morceaux, ça s'appelle Des sourires et des roses. C'est une suite de 3 Scottish et c'est sur le dernier album de La Machine. Voilà, pas celui qui va sortir, mais le dernier. Voilà. Et la Scottish, c'est une danse qui se danse à 2 et c'est 90 de tempo. Voilà. Moi, j'appelle ça le hip-hop du trad, la Scottish. Allez, alors c'est La Machine, c'est la scène des tétrades, à Voci di Cittadella et tétrades, musique traditionnelle du monde en Valle d'Aoste. La Machine. Si tu veux bien nous parler d'un projet qui a peut-être plus l'objectif de distribuer de la musique et du spectacle à des personnes assises, ce sera à toi de nous le dire. Les groupes que tu as créés, ce sont toujours des rencontres. Là, on parle d'une rencontre particulière que tu as fait avec quelqu'un qui joue d'un instrument effectivement moins traditionnel que la cornemuse et la viella rousse, c'est la guitare acoustique. Alors, tu veux nous raconter de qu'est-ce qu'il s'agit ? Ah oui, avec Najar, oui, c'est un guitariste originaire de Nevers, à Saint-Léger-le-Petit, vers la Charité-sur-Loire. Et du coup, lui, il fait beaucoup de chansons françaises, mais il joue aussi de la cornemuse. C'est un passionné de musique traditionnelle. Il fait beaucoup alors, il se spécialise maintenant dans le banjo 5 cordes. Lui, il a fait une école de jazz à Paris. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble sur une formule duo. Justement, on s'est fait un son un peu, tu sais, à la Neil Young, une prise de son acoustique et aussi une prise de son électrique. Et du coup, moi, ma vielle, j'utilise vraiment sur toutes ces facettes. Je la joue à l'archet, je joue avec des pédales de guitare électrique, j'ai des pédales de volume pour baisser le son. Et du coup, c'est vraiment la chanson qui est devant. Donc en fait, on a un concert d'1 heure à peu près sur ces compositions. Et là, du coup, on a commencé à faire du bal l'an dernier. Mais c'est un bal, on a fait Jeannequin l'an dernier, mais on a fait 2 heures de bal. Mais en gros, l'idée, c'était d'avoir un bal avec des chansons dans son univers. Donc lui, il aime composer. Très engagé aussi dans la nature.
Et du coup, les chansons, il y a une partie concert et il va y avoir une partie bal, soit pour le milieu trad, voilà, qu'on va creuser. Et l'idée, c'était aussi d'avoir une heure de chant inspiré des musiques traditionnelles, mais pour le grand public. Et du coup, on devait jouer cet été au festival de Pascal Comté vers Belfort. Et du coup, on devait expliquer quelques danses et jouer. Mais c'est en train de se faire. On a compris qu'effectivement, au centre de ta démarche, il y a beaucoup le son. Parce que l'instrument vielle à roue, à la base, déjà est une machine incroyable de production de son. C'est-à-dire que c'est une invention de l'homme qui répond à des besoins comme la production d'un son continu, nous l'avons dit tout à l'heure en mentionnant le festival de Saint-Chartier, mais un son harmonieux, un son grave, aigu, âpre, mélodieux, rythmique, que ça a finalement poussé à aller plus loin, parce que la vielle à roue branchée à un ampli pour aller encore plus loin, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que en plus moi j'ai commencé l'alto il y a une vingtaine d'années, donc c'est un instrument un peu différent. Et maintenant je joue soprane et alto. Je me suis remis à jouer la vielle soprano, mais pour l'alto j'ai longtemps, au début j'ai travaillé en électroacoustique avec les piezo. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cet instrument-là, il y a 20 ans quand j'ai rencontré Philippe Mounier, tu sais, c'est un peu l'école de Pascal Lefebvre, le Fiélistique Orchestra. Moi je cherchais un instrument vraiment pour moi, et au début je voulais une vielle électrique, mais ça n'existait pas vraiment. Je sais que Bleton avait fait des vielles électriques dans les années 70, mais dans les années 80 la demande était à la vielle en ré de Jean Zart. Et moi je cherchais une vielle électrique, et mon prof m'a dit il faut que tu attendes un peu, que tu apprennes à jouer. Et en fait quand j'ai rencontré Philippe Mounier, je me suis dit c'est absolument ça qu'il me faut, parce que je passais beaucoup de temps sur mes instruments à changer les chiens, changer les cordes, les accordages. Et du coup, j'étais déjà dans une démarche de recherche, mais je faisais un peu de guitare électrique aussi quand j'avais 15 ans, donc je branchais un peu ma vielle sur ampli. Et du coup, quand j'avais 18-20 ans, j'ai essayé de faire un peu des choses en électroacoustique, par exemple avec Fabrice Besson, dans le duo. Voilà, et puis après je suis passé sur une phase complètement acoustique, par exemple alto solo en 2008. En fait, j'ai travaillé surtout... j'ai essayé de chercher un son, même aussi au niveau avec les autres projets musicaux. J'ai essayé de développer vraiment la transposition sur la vielle, de chercher différents modes de jeu, tonalités. Et puis après, quand on a branché les micros électriques avec Philippe et Romain Baudouin, parce qu'on travaille un petit peu ensemble de manière différée, là ça a été la découverte aussi d'un autre son. Et du coup j'ai rajouté des pédales de guitare électrique, j'ai pu jouer avec un archet de violon. C'est des outils que j'utilise aujourd'hui. Et pendant 10 ans, j'ai essayé de faire beaucoup de choses, soit avec des loops, alors ça c'était un peu en solo, et puis aussi on avait présenté à Ars avec Julien Padovani le Grand Barouf, première monture. Et du coup, on jouait avec Fender Rhodes et ampli, donc c'était un univers très rock. Et puis, avec les années passant, il y a des choses, si tu veux, sur les instruments qui fonctionnent au niveau du son, et des choses qui marchent moins bien. Tu sais, on sait qu'une vielle, au niveau des accordages, c'est un peu, taquin. Il y a des choses qui vont fonctionner dans l'accordage, des modes de jeu qui vont pas forcément marcher tout le temps. Et en fait, maintenant, après 10 ans de recherche sur l'instrument, j'ai décidé d'enlever, par exemple sur mon dernier album, j'ai enlevé un petit peu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas au niveau des effets. Et puis je me suis dit, j'ai fait un peu la synthèse de tout ça pour retrouver un peu, essayer de retrouver quelque chose d'acoustique dans l'idée, c'est-à-dire les machines sont réglées et après on peut jouer. C'est-à-dire que même si je joue électrique, l'idée est d'être quand même acoustique, c'est-à-dire de ne pas être contraint par la technique. Tu as développé un intérêt vers les répertoires et les instruments anciens, ce qui est étonnant parce que normalement on aurait la tendance à imaginer que le musicien
dit trad, s'intéresse avant au répertoire ancien et au fur et à mesure, ils développent des esthétiques qui vont vers la modernité en employant un terme un peu désuet. Mais c'est vrai que tu as un intérêt vers la vieille roue baroque qui s'est concrétisé depuis un certain temps, depuis ces répertoires. Il y a un disque qui est en préparation par rapport à tout cela, mais il y a une formation, on fait un tour dans le passé, il y a un groupe qui est venu frapper à ta porte pour te demander de participer à une expérience qui est complètement tournée vers la composition. Et c'est un groupe qui t'a amené à franchir les frontières de la France, de passer la Manche et de rejoindre un groupe historique qui a fait un grand clash dans voilà, exactement de ce disque et de ce groupe que je voulais parler. Oui. Tu as très bien compris que nous sommes sur l'univers fantastique, magique d'un groupe qui a représenté beaucoup pour la génération des années 80, mais aussi celle dans laquelle nous nous retrouvons, Greg, moi et toi, pour que tout le monde ait bien clair en tête que la musique trad était une esthétique au-delà d'un patrimoine. Oui, c'est ça. C'est une esthétique musicale qui s'imposait. Donc, on va maintenant passer un petit bout de votre live en 2006. Yes. Donc, ça va pas nous rejeunir, mais ça va quand même nous rapporter des souvenirs. Et après, on recommence par notre interview. Alors, on regarde le passage à Phoenix en 2006 de Bluesabella, qui était un des premiers concerts de la nouvelle formation avec à la Vieille Roue Grégory Jolivet. Bluesabella. Voilà le premier passage de Bluesabella au Val d'Ost avec Grégory Jolivet qui venait d'être embauché. On avait besoin d'un joueur de vielle. Alors, qu'est-ce que a poussé un groupe anglais, à ton avis, à faire appel à un élément extra Angleterre pour justement prendre la place de Nigel Eaton à la Vieille Roue? C'est tout simplement, moi j'ai rencontré Nigel quand j'étais gamin à Saint-Chartier, j'allais dire le son continu, je me mélange encore, au camping, et avec cette cassette Panic at the Café. Et j'ai été mordu et j'ai appris le répertoire et on a beaucoup de jammé ensemble. Nigel fait partie vraiment de mes grands maîtres. Et puis c'est Gilles Lauprette qui m'avait offert une cassette de Bluesabella et j'avais vraiment adoré. Donc j'ai beaucoup travaillé ce répertoire quand j'étais enfant en fait. Et du coup j'ai reçu un mail d'Andy Cutting pour savoir si je voulais jouer dans Bluesabella. Bon, ça c'était en 2004, novembre 2004, et en fait ils se sont réunis pour savoir un peu qui était apporter quelque chose pour le groupe, pas avec une esthétique, mais qui connaissait bien l'esthétique du groupe. Et je sais que Paul James aussi avait travaillé avec Patrick Bouffard dans Scarpe, et lui il avait aussi envie d'avoir quelqu'un de européen, un musicien européen, et du coup j'ai reçu un mail et puis j'ai répondu oui, voilà, et ça va faire 15-16 ans que je suis dans Bluesabella. Et la question que je vais te poser, c'est pour toi de partir à chaque fois, de rejoindre tes copains qui ont d'une part, par rapport je pense à John ou à Joe, un certain écart d'âge avec toi. Mais quelle est la sensation que tu ressens à chaque fois qu'un contrat de Bluesabella est là, que tu dois les rejoindre? Quelle est un peu la différence entre le Greg de Bluesabella et le Greg de tous tes projets plutôt centrés Centre-France et La Machine et Najar et Robin Padovani? Quelle est un peu la casquette que tu changes?
Bah là, je suis plus rythmicien entre guillemets. Enfin, on fait les mélodies, mais le rôle est vraiment d'assurer cette partie rythmique pour la danse. Et ce qui est génial aussi, c'est à travers les générations, c'est de pouvoir échanger entre nous, de voir qu'il n'y a pas d'âge pour faire de la musique ensemble. C'est un peu familial. Et puis il y a ce groupe qui a décidé de continuer à jouer, qui s'est remis à jouer il y a 15 ans, qui continue à composer. C'est ça qui est génial aussi, c'est-à-dire que c'est un groupe qui continue à proposer des choses, à enseigner. Chacun peut proposer des mélodies. C'est un groupe qui avance toujours, et du coup il y a ce rencontre de culture aussi. C'est pour ça que du coup je m'intéresse aussi, tu sais, aux musiques anglaises de Playform. Pourquoi je m'intéresse aux musiques anciennes un petit peu. Alors maintenant, on va suivre le parcours que tu nous proposes, parce que c'est le moment de parler de cette nouvelle vielle dont tu es en possession, qui est une vielle à roue qui te permet de tracer un nouveau parcours, qui est un parcours ancien, qui justement est le parcours du répertoire et de la façon de jouer de la vielle à roue de la période de la musique baroque. Alors en fait, je me suis... Sébastien Tourny m'a prêté une vielle, de Copie Bouvet, c'est la lutherie de Versailles. C'est les vielles qui sont utilisées pour les musiques baroques du 18e, 1760 si je dis pas de bêtises. Il y a Toby Miller qui joue cet instrument-là, il y a Michel Fromenteau. Et moi j'écoute beaucoup Toby Miller en ce moment. C'est vraiment la vielleuse qui m'a donné une claque, même dans le ressenti musical, quoi, dans le fait de se poser, d'interpréter quelque chose. Et au niveau de la virtuosité, ça m'a posé je me suis posé des questions, même sur le son, même quand je joue en électrique, hein, pour mon album, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, du coup, avec mes élèves, là j'ai 14 élèves à Issoudun, j'ai une petite classe de vielle, et on cherche toujours à varier un petit peu les répertoires, voilà, par curiosité. Et du coup, je leur ai proposé de travailler sur du répertoire qui est très proche de la danse, qui est le répertoire joué par Blosabella un petit peu, ou Bollywood. Tiens, par exemple, je te mets le petit bouquin de Bollywood, c'est le répertoire de Master Music Dancing Master, c'est le répertoire baroque anglais. Donc il y a le groupe de Andy Cutting qui joue ça, Leverett, c'est ce répertoire-là. Et du coup, j'ai commencé à travailler un peu ce répertoire-là avec ma vielle, et j'aimerais beaucoup aussi aller vers la musique baroque française, mais alors c'est tout un long travail, mais c'est plus quelque chose que je fais pour mon plaisir. Et en fait, j'ai décidé d'utiliser cette vielle-là parce que Jacques Lanfranchi m'a demandé de faire un solo, alors sur le Berry par contre, pour la EPEM. Du coup, j'ai choisi mon aire géographique et j'ai vraiment pris le Cher, le Sancerrois, là où je suis né. Ça s'arrête à Lignières. Donc c'est vraiment que Berry. Il n'y a pas de musique bourbonnaise dedans. J'ai vraiment choisi un truc où on a trouvé du répertoire. Et du coup, ça fait le lien un peu avec cet accordage-là. Et alors, j'ai choisi cette vielle baroque parce que le son m'a plu. Et j'ai aussi la vielle en ré. J'ai enlevé les cordes aiguës et j'ai mis des cordes graves dessus pour me rapprocher d'un vielleux que j'aime bien qui s'appelle Georges Simon. Et tu sais, il y a Thierry Bruno qui utilisait cet accordage-là. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre des esthétiques berrichonnes en vielle. Alors après, il y a Jean-Claude Laporte, c'est le dernier élève de Gaston Guillemin, c'est un ami, il a dans les 70 ans. J'ai pris l'esthétique de mon prof, Laurent Biteau, pour cette vielle baroque, parce que je vais de la vielle baroque quand j'ai rencontré. Et puis Georges Simon. Donc du coup, je me suis fait avec deux instruments une espèce d'orchestre pour cet album-là. Et du coup, j'écoute les albums justement de la belle vielleuse là, qui sont absolument magnifiques. Alors, c'est pas en lien avec les traditions, mais je me suis dit que c'est toujours intéressant de chercher un son qui va me permettre de jouer différemment pour cet album de musique trad. Et puis après, ce que j'aimerais vraiment, c'est
c'est peut-être essayer justement d'aller chercher du répertoire ancien, donc il faut se remettre à lire le solfège, mais c'est un peu comme pour les musiques de classe triées, il faut lire les partitions, et c'est génial, quoi. C'est un travail qui finit pas. Et alors, ce qui me plaît beaucoup avec la musette et la musique baroque, c'est cette musique qui respire. C'est que du coup, ça me fait penser aussi au lien qu'on a avec nos instruments qui sont sur le ventre, et cette histoire d'apnée, c'est que du coup ces musiques-là, pour moi c'est des musiques qui me relâchent, qui me relaxent, et ça fait du bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est de transposer ça aussi dans le bal. Quand je joue le bal, c'est aussi de trouver des moments dans certaines musiques. C'est pas parce qu'on joue une bourrée, une scottish, une mazurka ou une polka qu'on n'a pas le droit d'aller chercher une interprétation. Qu'est-ce qu'évoque la mélodie? Voilà, moi je suis vraiment là-dedans. Pour moi, toutes les mélodies qu'on joue, ce sont un peu des peintures en fait. Donc ce qui est bien avec ces musiques anciennes, ces musiques nouvelles, ou même tu me parlais tout à l'heure de la musique harmonique, on dispose d'une palette qui nous permet de peindre les musiques qu'on a en soi. Voilà, c'est un peu ça le but du jeu. Donc après cette période un peu de staticité par rapport à tout le système de production, de diffusion, de concerts, il y aura quand même l'opportunité de revenir à nos habitudes et à nos métiers. Cela est quand même l'espoir, mais je pense que c'est réel de se dire que l'été 2020 évidemment se passera de la façon la plus positive pour tout le monde, mais il y aura des contraintes importantes, mais avec l'automne, je pense que nous aurons l'opportunité tous de remettre un peu les oreilles sur les projets, par exemple sur ce disque avec AFM, un disque de Grégory Jolivet solo sur une vieille route tout à fait exceptionnelle par rapport à sa carrière. Alors on va remettre un peu nos oreilles sur la machine, sur la scène des Tétrades. Si tu veux nous annoncer, on écoute encore un extrait. Alors le prochain morceau c'est Paco. Alors j'ai oublié le nom du vrai jeu, mais nous on appelle ça Paco parce que c'est un jeu 2D qu'on fait à chaque soirée. C'est un jeu international. Des fois on se retrouve à 15 autour de la table. Je crois même qu'on avait fait une énorme partie quand nous étions venus en Italie avec Chakbo. Une énorme partie où on était 40 je crois. Voilà, donc ça s'appelle Paco, et on enchaîne ça, une bourrée de 3 temps du côté de Mehun-sur-Yèvre. Alors ça, c'est du côté de Vierzon, donc c'est la bourrée de fond-frein traditionnelle. Place pour la bourrée à 2 temps. Andiamo. Nous montrer à peu près quelle est ta personnelle vision sur l'évolution de tout ce système de musique, parce que je me souviens très bien, tu faisais partie d'un groupe qui s'appelait Tradicelt, on était vraiment gamins à l'époque, Ouais. et puis ta carrière t'a apporté à tourner des festivals à peu près partout dans l'Hexagone, à l'étranger, de connaître la quasi-totalité de toutes ces propositions qui se sont faites dans les années. Je sais que tu es beaucoup à l'écoute aussi de tout ce qui est autour de tes collègues, mais aussi des gens que tu connais dans le système. Comment tu vois l'évolution du trad en Europe en ce moment, et quelles sont, à ton avis, les surprises que nous pouvons nous attendre aussi dans le futur? Ah, bonne question. Bonne question. Moi, quand j'ai commencé à jouer, j'ai appris, j'ai commencé la musique avec entre guillemets en écoutant Castrier, le Vielistic Orchestra, et après je suis rentré dans une association qui s'appelle le DMT,
qui est dirigé maintenant par Cyril Berthet. C'était avec mon ami Thierry Pinson et Jacques Péchambre, où j'ai appris la musique, j'ai commencé à bosser la musique trad. Et du coup, à l'époque, on écoutait, il y avait par exemple les Braillots, Eau-Forte, il y avait le trio Patrick Bouffard, il y avait la Chavanée de Montbel, et puis donc moi j'écoutais ça, le Vilistic Orchestra. J'écoutais aussi Mustradem, donc Tchal, Dédale. Moi, j'étais un grand fan de Dédale quand j'étais gamin. Et en fait, pour moi, le lien entre, mais ça c'était ma vision des choses à l'époque, c'est que moi ce qui me parlait, c'est parce que je composais un petit peu à l'époque, et du coup, c'est pas que je mélangeais des univers, mais si tu veux, j'avais une espèce de vue globale comme ça. Bon, alors moi je joue de la vielle, mais alors j'aime bien, Dédale. Dédale, pour moi, c'était le pont entre la musique de Valentin Clastrier et Blosabella et les musiques traditionnelles de terroir. Voilà, c'est un peu comme ça que je voyais. Et ce qui était bien, c'est que les groupes comme Dédale ou les choses expérimentales, les musiques contemporaines, techniquement, ça donnait des idées pour jouer les musiques traditionnelles différemment. Et les musiques traditionnelles, aller rencontrer Patrick Bouffard et jouer avec lui, et Gaston Rivière aussi, par exemple, on se l'évoquait tout à l'heure, c'est de voir, et en écoutant les vieux enregistrements aussi de comment, Gaston Guillemin, on s'apercevait qu'en fait les musiciens déjà à l'époque des années 50-70 jouaient la musique musette. Du coup, chacun a toujours joué des musiques soit anciennes ou soit à leur époque. Et en fait, ce qu'on peut voir, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a eu autant dans les créations, il y a eu plein d'expérimentations qui se sont faites soit autour des répertoires, soit au niveau de la composition des musiques pour le bal, ou soit vraiment des groupes qui ont travaillé vraiment le répertoire jusqu'à creuser vraiment la chose par rapport à des collectages. Donc du coup, je trouve que ça s'est vraiment développé. Il y a vraiment un retour dans certaines régions où les musiciens travaillent vraiment. Je pense au Poitou par exemple, où les musiciens du Poitou et en Auvergne travaillent vraiment le répertoire à développer, et de composer avec ce son. Et puis je trouve aussi que il y a des projets qui se font aussi autour des musiques actuelles. Alors il y a soit des groupes qui vont travailler le son, je pense par exemple aux copains italiens et français, tu sais, avec Luca Mocca, ton ami contrebassiste qui travaille avec Emmanuel Lamic. Oui, bien sûr. Oui. Je pense à des projets comme ça. Voilà, avec Trip, il y a des groupes comme ça qui travaillent une matière, et ça c'est génial pour différents publics. Et il y a par exemple aussi des musiciens comme La Familia Artus qui vont travailler vraiment, qui sont partis vraiment des musiques occitanes et qui ont vraiment traversé depuis 20 ans un grand parcours très rock, in opposition. Et en fait je trouve qu'il y a des choses en fait je trouve que les musiques s'assument de plus en plus selon les projets des musiciens. C'est-à-dire que si un musicien va travailler vraiment un terroir, il va vraiment travailler ça, ce qui n'empêche pas, par exemple je pense à Tchèque Boom qui pour moi est un groupe qui travaille vraiment sur une musique très acoustique avec 3 esthétiques différentes. C'est un peu ça moi qui me plaît chez Tchèque. Il y a vraiment ce côté poilevin qui est vraiment assumé au niveau de la langue, du jeu de violon. Il y a les compositions et il y a aussi une partie chanson engagée dans les compositions de Christian. Et voilà, moi je trouve que j'ai l'impression que on a creusé plusieurs styles qui étaient un peu proposés dans les années 90. Je reviens sur Mustradem. Je pense qu'en fait chaque esthétique a été creusée et c'est bien, je trouve.
Merci Greg. Et puis, Merci, tu Vincent. voudrais peut-être sortir. Ah oui, je vois que tu te penches vers le sol. J'ai comme la sensation que tu vas sortir une vielle à roue. Ah voilà. C'est ça, j'ai une petite vielle, la petite vielle que j'aime bien là, c'est la vielle de Sébastien Tourny, c'est celle que je vais avoir pour le studio. Et du coup, je vais vous jouer un petit morceau pour finir. Avec plaisir. Tu peux jouer un petit morceau. Sinon, tu peux aussi répondre à une question qui était ma dernière question. C'est Tout à fait. comme tu as montré un peu à tout le monde ta capacité aussi de passer de joueur de vielle à roue à guitariste et chanteur, est-ce qu'il y a dans tes rêves d'incarner la figure du troubadour, chanteur et vielleux en même temps, ou cela fait partie plutôt de tes cauchemars? Eh ben, en fait, pour t'avouer tout, c'est une bonne question. Il y a une semaine, j'ai décidé d'arrêter de jouer live, justement, de prendre la période de déconfinement pour retrouver un peu les copains, mais écouter aussi de la musique, c'est-à-dire de repartir sur autre chose. Moi, j'aime bien des fois switcher et me dire, tiens, je vais travailler un peu la voix. Alors, je sais pas si je vais chanter, mais en tout cas, je fais des chœurs, tu sais, avec certains groupes, avec Najar et La Machine. Mais je me dis, tiens, à la maison, je vais peut-être essayer des choses. En tout cas, ce qui est bien, c'est que le chant, ça relâche, ça relaxe et ça permet aussi de travailler la voix. Peut-être aussi que j'aimerais bien faire chanter les élèves. C'est vrai que comme je suis prof aussi, je cherche toujours ce que j'apprends à échanger aussi. Ce que je compose ou ce que j'apprends des autres musiciens, j'aime bien le transmettre aux élèves. Du coup, je me dis, tiens, je vais essayer d'améliorer un peu la voix. Donc peut-être qu'il y aura du chant, on verra. Mais il faudra vraiment que ça soit On bien. verra. On est à l'attente. Écoute, alors fais tourner la manivelle et merci Greg. Ça marche. Alors, je vais vous jouer une petite bourrée de La Machine, du coup, pour finir. Les rôdeurs. Bentornati a Voci di Cittadella e Tetrad Musique Traditionnelle du Monde in Valle d'Aosta. Oggi è venerdì 29 e siamo di nuovo in compagnia dei protagonisti delle scorse edizioni di Tetrad, un festival che per diversi giorni, per diversi anni ha portato tanti musicisti e tanti appassionati di musiche del mondo a Charvanceau, nell'area verde Guido Saba, dove Tetrad ha coordinato queste operazioni culturali, queste operazioni di intrattenimento, ma soprattutto questi momenti di aggregazione che speriamo tantissimo poter riavere nel più breve tempo possibile, nonostante sappiamo tutti che insomma dovremmo aspettare ancora. Ma nell'attesa noi andiamo a fare queste chiacchierate con questi musicisti, questi uomini, ma queste donne anche, che raccontano il loro vissuto presente e come attraversano la pandemia. Sappiamo che il nostro governo sta mettendo in atto anche delle procedure perché anche questo settore possa essere penalizzato il meno possibile. Staremo a vedere. Allora passo la parola e do il benvenuto a una cara amica che è dall'altro lato dello schermo, che si trova a Torino, si chiama Valeria Quarta. Ciao Valeria. Ciao a tutti, ciao Benso. Allora, come va? Come sta evolvendo questa città, questa Torino, quella abitudine che si aveva di sentire i suoni delle automobili e il ritorno a quella che potremmo definire una normalità? Come va? Sì, allora io ho avuto un'esperienza particolare perché per scelta ho deciso praticamente di non uscire più per 2 mesi, no? Non per paura ma proprio per scelta, visto che diciamo che già lo sconvolgimento era intenso, quindi ho deciso di prendere questa cosa come un'esperienza molto diversa che spero non ricapiterà più.
da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista è stato, diciamo, uno stare dentro non solo casa, ma anche un'interiorità, sviluppare un'interiorità, avere del tempo per ricordarsi di un po' di cose, di se stessi. E per far sì che questa distanza con la nostra essenza, con questa diciamo esternazione e condivisione di libertà che è il mestiere di musicista, la Cittadella dei Giovani ha aperto questo spazio Voci di Cittadella, dove si raccontano un sacco di storie, di vicissitudini, di eventi come le Tetrad, che tu hai conosciuto perché, te lo lascio raccontare, sei stata su questo palcoscenico con un gruppo eccezionale. Sì, le tre sorelle. Siamo appunto E tu un peraltro trio. sei Valeria quarta, ma non sei né la quarta Esatto. e né la sorella, peraltro, ho capito bene? Assolutamente così. Sì, questo cognome salentino su cui giochiamo molto anche sul palco. Viene preso, vabbè, c'è anche una Provenzano, quindi insomma diciamo che a cognomi ci divertiamo sul palco. Allora, le tre sorelle che si chiamano così, ma in realtà sono legate comunque da un vincolo di famiglia per quanto riguarda due di voi tre, ma è soprattutto una messa in scena, diciamo, musicale di questo grandissimo repertorio vocale, molte volte, diciamo, tradizionalmente portato dalla vocalità femminile, che è il bagaglio dei canti della tradizione del Sud Italia. Sì, assolutamente. Facciamo proprio un viaggio all'interno di varie regioni del Sud Italia. Abbiamo anche preparato qualche canto occitano, ma comunque incentrato sui canti polifonici femminili del Sud Italia, ma anche accompagnate con strumenti della tradizione. E quindi tu non canti solo, però ti accompagni anche da alcuni strumenti, giusto? Soprattutto a percussione. Sì, percussioni a cornice, tamburi a cornice e percussioni minori di vario genere, anche costruite da noi. E invece le altre due sorelle, che sono cugine, giusto? Che sono cugine, sì. Le altre due Cravero. sorelle cugine, Sì. esatto, raccontaci come si chiamano e cosa suonano. Allora, vabbè, partiamo dalla più difficile, diciamo così, a livello strumentale, che è Alessia Cravero, ovviamente una delle tre voci, e lei suona veramente la qualunque, a partire da strumenti molto particolari come l'organetto, la lira calabrese, la chitarra battente, la fisarmonica, principalmente questi strumenti qui. Poi suona anche il violino, i tamburi, insomma. Lei è veramente come si dice? One woman band. One woman band. Esatto. E invece la Giulietta, che è la più piccola delle tre, lei suona chitarra battente, tamburi e flauti e voce. E allora direi, presentaci questo primo brano, andiamo subito sul palco di Tetrad per osservare questo vostro concerto, questi vostri costumi bianchi, queste vostre canzoni, questi vostri strumenti, su un canto che si chiama? A suffragio, che è un canto campano dedicato alla Madonna. Allora ascoltiamo e poi ritorniamo in casa di Valeria per raccontare di questi progetti che lei ha in seno e poi di altre novità che sono assolutamente piccanti come Folk Atomic. A fra poco. Yes. Sulle immagini realizzate da Bubble Vision, per le quali va il nostro ringraziamento nella persona di Baba Cardiacate, ma anche di Eleonora Imperial, che costituiscono questa struttura di realizzazione di video che hanno seguito le edizioni di Tetrad e che ci consentono di portarvi a conoscenza poi di quella che è la vera essenza dei nostri discorsi, perché Valeria, forse sei d'accordo, parlare di musica
non è proprio la cosa più diretta, la musica la dobbiamo fare, la gente la deve sentire per capire di cosa si tratta, ma proviamo comunque a fare questo esercizio di stile, di parlare di musica attraverso i racconti. Abbiamo sentito Le Tre Sorelle, facciamo un salto perché è un progetto che ha alcuni anni di carriera, alcuni anni di esistenza, facciamo un salto invece nell'oggi, ovvero nell'immediato ieri, proprio prima di questa epidemia. Noi eravamo tutti impegnati su alcuni progetti che stavano affrontando la bella stagione, quindi concerti, quindi i progetti di incontro con il pubblico. Adesso ci racconterai di questo gruppo di cui abbiamo citato prima il nome, il suo punto di vista molto particolare, direi, sull'esperienza di commissione fra i generi, che si chiama Folk Atomic. Sì, Folk Atomic perché appunto è questo connubio, diciamo, principalmente con la musica tradizionale del Sud Italia e l'elettronica, ma all'interno è molto world music, diciamo, perché oltre a strumenti della tradizione ci sono anche strumenti, che ne so, il butuki che arriva dalla Grecia, o la darbuka, le carcaba, all'interno quindi c'è Marocco, Africa, io suono anche il djembe, insomma ci si diverte. Abbiamo proprio mischiato le carte, diciamo così. Quindi prima di questo momento di lockdown avevate un progetto che immagino avesse a che vedere con le date, ma anche con le registrazioni. Sì, stavamo per far uscire un disco che si è fermato, però comunque è solo in attesa di riesplodere, appunto, che si chiamerà Polaris, con la stella, per tutta una serie di motivazioni interessanti. E niente, quindi siamo solo in attesa e nel frattempo stiamo scrivendo la canzone che dà il nome al disco. Alla fine abbiamo deciso di inserire un brano nuovo che sta venendo fuori grazie anche a questo momento di calma, se si può dire così. E allora direi che possiamo stare con le antenne dritte e aspettare che Folk Atomic partorisca questo Polaris, per scoprire, anche voi che state seguendo questa trasmissione, come si possono mettere a dialogo alcune culture apparentemente distanti, perché se ascoltiamo la musica elettronica e la musica tradizionale non è necessario sperimentare questi due linguaggi per carpirne l'immediata evidenza di quanti siano gli stilemi che li mettono in comunione, il fatto di avere delle reiterazioni, dei ritmi ossessivi che si ripetono, di andare a cercare alcune atmosfere appunto che possono essere cupe piuttosto che molto solari. Direi che insomma il vostro progetto è un progetto da tenere d'occhio. Allora ci dici innanzitutto cosa stiamo per riascoltare dal palco di Teatro Le Tre Sorelle e poi ritorniamo a casa tua. Allora, un brano molto divertente che si chiama Figlia mia tu ne esci a balla, figlia mia che vai a ballare, ed è un canto calabrese, dove si suona uno strumento molto particolare. Alessia suonerà una lira calabrese. Sulla musica delle Tre Sorelle, il loro concerto di Etetrad, ritorniamo in casa di Valeria Quarta, che è a Torino, la sua città natale. Dicevamo appunto questo luogo che riesce a racchiudere tante anime musicali, perché la musica elettronica di sicuro è una musica che ha cavalcato un'onda forte, che ancora produce degli echi importanti, e che tu riesci a coniugare assieme ai linguaggi dei repertori popolari tradizionali nei Folk Atomic.
Vorrei appunto parlare di questa città. Quali sono gli spazi che la cultura trad trova in una città come Torino? Allora, allora c'è una cultura, soprattutto nel sud Italia, molto ampia, molto grande, tant'è che spesso e volentieri quando si fanno concerti qua a Torino c'è un'esplosione anche proprio di danza incredibile, perché ci sono tante associazioni che si occupano appunto di ballo, per esempio, di balli del sud Italia, quindi dalla tarantella alla pizzica pizzica, alle tamburiate, e sono persone molto preparate, molto preparate. Tant'è che infatti spesso e volentieri anche noi stesse, quando siamo state a suonare nel sud Italia, le persone sono rimaste affascinate e anche un po', come si dice, spaventate dall'idea che non fossimo del sud, e invece al nord, proprio perché al nord c'è una possibilità di prepararsi e di conoscere molto, molto grande, ecco. E quindi immagino che Torino tu possa riassumerla anche attraverso una serie di manifestazioni o di luoghi. Possiamo anche semplicemente dare un consiglio a noi che siamo a 100 km da Torino e quindi siamo, come dire, nella ristretta cerchia di questa grande città, molto più grande di Aosta. Se si volesse scendere a Torino e andare a incontrare delle musiche del mondo, del trad, del folk, dove si potrebbe andare? Non ho più tanto a che fare con la vecchia associazione, però comunque esiste ancora, quindi la Paranza del Geco, e lì sicuramente a livello di scuola di ballo, di tamburello, eccetera eccetera. Dalla mia parte, diciamo, con cui sto collaborando, persone con cui collaboro, ci sono appunto Franco Montanaro, che è un insegnante appunto di percussioni del sud Italia, di tamburi a cornice, e Oreste Forestieri, che invece insegna mandolino, mandola, flauti, e diciamo che loro sono le due persone a me più vicine e che considero dei professionisti, e quindi ci si diverte anche, che non fa mai male. Abbiamo detto che il tuo interesse è volto alla musica, ma anche alla spiritualità e alla meditazione, quindi forse la tua esperienza di lockdown potrebbe trasformarsi quasi in qualche consiglio, se ti senti di dare agli ascoltatori. Sì, io devo dire che la prima cosa che ho dovuto imparare a fare è accettare quello che erano le emozioni, i sentimenti, anche disturbanti, cioè anche altalenanti, perché comunque è una situazione molto particolare e soprattutto abbiamo un mondo intero che pensa in un determinato modo, quindi la paura legata alla morte, alla povertà, ci sono tutta una serie di aspetti che sono pensati a livello mondiale e che quindi diciamo che per me che penso e sono abbastanza sicura di questo, nel senso che l'energia e i pensieri siano importanti, ho dovuto proprio accettare, passare del tempo per scaricare queste forti emozioni pesanti e lì ho scoperto in realtà di trovare dei punti di stabilità, di calma e di connessione, anche facendo un piccolo sforzo, diciamo così, inizialmente. Poi pian piano invece ti rendi conto che dentro di te esiste un qualcosa che non si sposta. Però diciamo che è un percorso che facevo già prima e qui ho potuto sentirlo molto forte, ecco. Allora, in questo periodo io ho scoperto veramente la funzione della musica anche proprio intorno a me in una città come Torino, perché questi canti sul balcone che io sottovalutavo invece sono stata un po' spinta a farlo e devo dire che è stata una delle esperienze più belle e particolari, perché finalmente ho conosciuto il mio vicinato, che sono persone che hanno una voglia di cantare, ballare, stare bene, divertirsi. Adesso dovrei cantare per loro tutti i venerdì, ma esatto, infatti mi chiamano ogni tanto, io faccio finta di niente, ragazza. E quindi no,
l'ho vissuta da questo punto di vista, l'ho vissuta bene, ho sfruttato anche il fatto che tante persone si sono messe a suonare da casa e quindi ho ascoltato tanti bellissimi concerti e soprattutto da solisti, che poi è una cosa molto bella, perché spesso senti artisti che suonano con gruppi ma da soli non sai bene, la loro identità non la conosci, quindi questo è stato un aspetto curioso, interessante dal nostro punto di vista. Allora, l'intervista è finita, però c'è Valeria che è andata a cercare un ricordo di questa edizione di Etetrad. Eccola qua, sei tornata. Cosa sei andata a cercare? Perché parliamo di meditazione, di spiritualità, però qui parliamo anche di necessità più terrene, no? Certo, che non devono mai mancare, che insomma è stata una delle cose più belle. Ecco qui. Allora, grazie a questo nostro bottiglione di GNP salutiamo anche la Sen Rock, che è uno sponsor di Etetrad, che fa il GNP più buono del mondo, oltre a un sacco di altri prodotti interessanti. Salutiamo Angelo Sarica, che è il nostro collaboratore, e naturalmente Nicola Rossè. Un abbraccio Valeria, e non scolartela tutta. No, ma infatti sono contenta di questa pandemia solo per questo motivo, così me la posso bere tutta io. Dai, lasciane un po' per le altre sorelle. Ciao Valeria. Sì. Ciao a tutti, ciao. Se volete continuare a approfondire il viaggio di Etetrad, andate sul sito www.etetrad.it e soprattutto mettete il vostro like sulla pagina Facebook, dove troverete i video contenenti le interviste, i concerti, le visite, gli extra festival e un sacco di altre cose, e naturalmente gli aggiornamenti sul futuro di Etetrad. Se invece volete avvicinarvi attivamente ai contenuti che la Cittadella dei Giovani metterà presto a disposizione per entrare nel sistema delle musiche, dei canti e delle danze del mondo, scrivete a info@cittadelladeigiovani.it. Ci vediamo venerdì prossimo, sempre qui, sempre alle 19, per la quarta e ultima puntata di Etetrad in Voci di Cittadella. Sentiremo le interviste e i live di Ormuse raccontati da Martin Rigebar e sentiremo la storia dei Baraban, che da Milano hanno studiato le musiche del nord Italia per arrivare fino a Charvanceau, grazie alle parole di Maddalena Soler. A tutti una buona serata, ciao!